Je suis Jean-Marc Provence, dirigeant du cabinet Digixit. Un bref rappel sur notre cabinet de conseil. Nous sommes un cabinet de conseil en mode start-up, spécialisé dans la transformation de votre entreprise. L'idée, c'est d'agir en rupture avec les cabinets de conseil traditionnels. Être pluridisciplinaire là où ils interviennent en mode silo, proposer des interventions sur des périodes courtes à haute valeur ajoutée, là où leur business model impose une vente du plus grand nombre de jours en prestation. Nous vivons dans un monde de plus en plus turbulent, où il faut réagir de plus en plus vite. On va vous aider donc à faire évoluer votre organisation dans ce sens. Libérer les énergies existantes par le développement du collaboratif, aider à développer la flexibilité et l'efficacité avec des modèles que l'on sait faire fonctionner. Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que vos collaborateurs adhèrent à la démarche de transformation. On va aussi mieux écouter le client en testant, intégrant des méthodes orientées analyse de données. On va explorer différents moyens de designer des produits et des services pertinents à haute valeur ajoutée. On va également apprendre ensemble à innover, explorer de nouveaux marchés. On va enfin étudier les opportunités que peuvent représenter pour vous les technologies du digital et vous accompagner, si vous le souhaitez, dans leur intégration éventuelle. Donc, après cette petite page de publicité, je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, un rappel de son principe, 15 minutes de présentation, 30 minutes de questions. Vous pouvez m'adresser vos questions par chat, de préférence dans la seconde partie dédiée aux questions-réponses, et je tâcherai d'y répondre le plus précisément possible. Voilà, tout est dit. Alors, maintenant, pourquoi se transformer en 2018 ? La transformation digitale, elle est souvent perçue dans sa dimension technologique. Or, on est quand même dans un environnement business qui est aujourd'hui complexe, incertain. Clairement, les changements n'épargnent rien ni personne. Même dans des secteurs a priori peu technologiques comme le pressing, l'électricité ou la corderie, le digital chamboule tout. Donc, il ne doit y avoir aucun frein dans la décision de se transformer. Il n'existe pas d'alternative. Il faut se transformer pour survivre et croître dans ce contexte en perpétuel mouvement. Donc, on notera que la transformation, elle n'est pas simplement une optimisation des applications mobiles ou une digitalisation des processus. Imaginez qu'une évolution technique suffira et clairement à l'heure. La transformation, elle doit être globale et elle doit concerner toute l'entreprise. Maintenant, à partir du moment où vous ne subissez plus, mais vous assumez ce nouvel écosystème avec ses règles, ses contraintes, que vous vous renforcez pour mieux appréhender l'avenir, la transformation, c'est une formidable opportunité pour booster votre réussite. Donc, je vous propose de revisiter ensemble les raisons qui nous amènent à conclure avec certitude à la nécessité de se transformer en 2018. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le précédent webinaire, qui était en fait l'épisode de toute cette démarche autour de la transformation pour booster notre réussite de demain, donc on était arrivé en tout cas à la conclusion et allez voir le replay si vous voulez rentrer dans le détail, qui était de dire il y a un écosystème avec une très forte attente des clients, des technologies qui sont émergentes et qui viennent un peu bouleverser nos écosystèmes. Il y a la mondialisation qui n'est pas anodine. Il y a l'accélération des business models et puis ensuite la raréfaction des ressources naturelles et matérielles. Donc ça nous oblige à se positionner sur 4 grands axes, qui est, il faut être très très proche, c'est quand même le fil d'Ariane qu'il va falloir imposer dans l'évolution et la transformation de l'entreprise, c'est de dire il faut que je sois en customer centric, c'est-à-dire que je suis totalement orienté sur le client, de manière à apporter une offre ou des produits qui sont pertinents et qui vont pouvoir donc se vendre. Derrière, on sait qu'on est dans un monde qui bouge énormément, et donc à partir du moment où il y a ce mouvement perpétuel, il va falloir être capable d'intégrer des modèles de fonctionnement qu'on n'a pas nécessairement, qui sont tournés essentiellement autour de la flexibilité. Donc c'est
une entreprise qui est synchrone au niveau des différents éléments qui la constituent. Et puis derrière, une flexibilité, c'est-à-dire c'est la capacité à produire un autre service ou un autre produit d'ailleurs dans des temps très courts pour s'adapter à un marché qui évolue continuellement. Ensuite, on a clairement un sujet qui tourne autour de, à partir du moment où je travaille sur des domaines spécifiques qui peuvent être attaqués à tout moment, hein, on va parvenir sur le phénomène des GAFA ou le phénomène des ubérisations. Mais on a deux possibilités. C'est soit je suis capable de rebondir sur cette attaque concurrentielle et apporter des éléments de valeur supplémentaires. Il y a aussi une autre option qui est tout simplement peut-être d'abandonner le marché sur lequel je me trouve pour aller vers alors ce qu'on appelle les fameux océans bleus, qui sont donc des marchés qui n'ont pas encore été adressés. Voilà, donc c'est des stratégies, mais une fois de plus, l'entreprise de demain ou d'aujourd'hui doit être capable de pouvoir se remettre en cause totalement et de partir à autre chose. Pour terminer, clairement, on pense que la complexité des situations dues à ce mouvement perpétuel amène à s'appuyer considérablement sur le savoir-faire de l'humain. C'est lui qui, quelque part, intuitivement, va être capable, hein, et ça surprend toujours un petit peu les gens quand on aborde le sujet de cette manière, mais nous pensons que seule l'intuition humaine peut permettre de prendre des décisions importantes, mais qui veut dire aussi prendre des décisions importantes, c'est qu'elles puissent être exécutées rapidement. Et donc ça s'appuie sur la confiance, ça s'appuie sur la transparence, ça s'appuie sur une certaine éthique, et ça s'appuie sur quelque part l'autonomie du collaborateur qui, fort de son expérience, va pouvoir prendre des décisions quelque part de son propre chef. Parce qu'autrement, si on passe par tout un processus complexe de décision et de contrôle, on n'y arrive pas. Voilà. Alors, je pense que il est très important de se focaliser sur un premier sujet dans cette réflexion de convaincre d'y aller. C'est que de toute manière, on ne pourra pas démarrer de façon très intéressante, hein, une transformation telle qu'on l'évoque sans avoir abordé clairement quelque part la vision et la stratégie. Euh, il faut qu'il y ait un consensus qui se dégage au niveau de l'entreprise. Alors ça peut aider soit au niveau global en collaboratif, hein. Ça peut être soit au niveau du comité de direction, ça peut quoi. Il y a au départ une dépendance forte de la culture de l'entreprise au moment où on veut démarrer cette démarche, hein. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que si on n'est pas capable de se poser les bonnes questions et d'identifier les objectifs que l'on veut atteindre, faute d'un fil d'Ariane, quelque part, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a un travail, il y a différentes méthodes hein, qui permettent aussi de le faire, hein. Nous, on a tendance à s'appuyer sur des méthodes du type design thinking, un peu d'idéation, etc., qui permettent de clarifier tout ça. Donc, l'idée, c'est de faire participer la plus grande diversité au sein de l'entreprise, de personnes que ça soit aussi bien d'un point de vue hiérarchique que d'expertise, que de domaine de silos, s'il y a des silos, etc. Donc on va prendre des comptables, on va prendre des informaticiens, on va prendre... Et on va se poser des questions et dans le fond, commencer à clarifier l'horizon en disant où est-ce que je me trouve? Ça, c'est une première chose. Quels sont mes avantages? C'est après le principe éternel du SWOT, hein, c'est quels sont mes avantages et mes faiblesses, hein. Et puis, après, c'est véritablement rentrer dans un approfondissement de manière à être clair sur l'endroit où on veut atterrir, hein. Donc on va déterminer des enjeux. Dans le fond, c'est quoi qu'on attend de cette expérience que l'on va lancer. On va derrière se poser des questions en termes de besoins et d'objectifs. C'est-à-dire qu'il est fondamental de clairement dire, dans le fond, aujourd'hui, de mon positionnement,
il faut que je puisse aller d'un point A vers un point B. Et voilà. Donc après, on va pouvoir aborder la notion de la façon dont on va le faire, mais ça paraît simplissime quand on le présente comme ça, mais étonnamment, pas mal d'expériences ont été menées en termes en tout cas démarrées en termes de transformation, en étant plutôt sur le comment, mais sans trop se poser la question du pourquoi. Si je prends un exemple, par exemple, qui est peut-être pas parfait, mais qui permet quand même de comprendre ça peut aller, c'est ce qu'on appelle les labs. Donc, toutes les labs d'innovation, quelque part, ont été des objectifs, hein. Donc, on est parti vers un objectif de laboratoire d'innovation, mais quelque part, alors que c'est a priori des moyens. Et comme le lab n'a pas alimenté un objectif et une stratégie, aujourd'hui, on observe un certain nombre d'entreprises, Apple, Google, etc., qui commencent à fermer leur lab en considérant que c'est coûteux et que ça n'apporte pas grand-chose, hein. Donc c'est clairement bien une erreur d'approche, hein, qui était de dire attention, le lab, c'est un moyen d'aller quelque part. On verra d'ailleurs un petit peu plus tard où l'innovation va intervenir. Et on est bien dans une logique de déterminer avant tout nos besoins et nos objectifs. Ici, on va trouver la matrice de transformation digitale de Digixit, hein. C'est-à-dire c'est notre vision que nous avons. Alors la matrice, elle est d'un côté sur un niveau de maturité que l'on va avoir, hein. Donc comprendre, puis ensuite faire des choix, pouvoir ensuite valider quand même ses choix en les testant avec des pilotes à des petites échelles, hein, avant de déployer. Donc, puis ensuite, il y a la notion de conception et puis de conversion, hein. C'est-à-dire qu'on va véritablement basculer dans la transformation. Derrière, on a, et donc sur l'autre axe, pardon, on va avoir différents domaines dans lesquels il va falloir évoluer en maturité, et ils sont tous nécessaires pour pouvoir arriver à une entreprise qui réponde aux attentes, hein, du marché aujourd'hui et demain. Donc, pour convaincre, je pense que c'est avant tout, il faut pouvoir comprendre. Comprendre qu'est-ce que ça veut dire que se transformer dans chacun de ces domaines. Euh, et, et quelque part, il est peu probable qu'on arrive à le faire d'un seul coup en parallèle. Alors nous, on mène des actions, mais là, c'est fait par Digixit, hein, où là, on va être capable d'importer un certain nombre d'experts sur un espace-temps très court, hein, qui est une semaine, d'aboutir à une vision 360 de la démarche. Mais quand vous êtes, vous, à votre niveau, et que vous souhaitez démarrer l'opération en interne, il va falloir identifier l'un des domaines sur lequel on doit évoluer en maturité vers la transformation digitale, qui est celui le plus probable, avec des gens qui sont plutôt porteurs du projet, qui vont le tirer vers le haut, et passer par d'abord une phase de compréhension pour déjà qu'il y ait un partage, hein. Il faut qu'il y ait un partage sur le bienfait et les avantages d'une telle démarche, sur la compréhension de vers où on va et pourquoi sur ces domaines-ci, et qu'est-ce que ça veut dire que transformer, par exemple, le leadership. Donc aborder chacun des domaines pour bien comprendre les dimensions de cette évolution. Donc on va essayer de choisir l'un de ces domaines, de le faire avancer, hein. Donc il y a d'abord une compréhension globale, ça c'est fondamental, et ensuite derrière, on va ensemble, hein, de préférence en collectif, identifier le domaine sur lequel on pourrait commencer à avancer. Et puis l'idée, c'est d'avoir un quick win, c'est-à-dire c'est d'être capable de se développer sur cet axe, et puis d'avoir un premier résultat, et il faut que le résultat il soit en peu de semaines, parce que ça ne va pas apporter le niveau de satisfaction, les gens vont se fatiguer, ça va être vu comme une énième réorganisation. Donc il faut un quick win, et quand on parle de résultats positifs, il faut qu'il y ait une véritable avancée, soit vue du client, parce qu'après il y a différentes façons d'apprécier cette avancée. C'est le client qui évolue dans cette insatisfaction de façon positive,
et donc on s'aperçoit que dans le fond la finalité est bien atteinte, ou ça peut être aussi un ROI, hein, augmenter une marge, augmenter, bon, toujours comme fil, avec quand même toujours comme fil directeur, hein, le client. Donc maintenant, après, dans la compréhension, je vais juste aborder comme ça, parce qu'une fois plus, le principe du webinar, c'est 15 minutes. Donc, bah, on arrive tout doucement à la fin de mon espace d'expression. Et donc, ce qu'on retient, hein, sur les différents domaines sur lesquels on peut avoir un levier pour convaincre d'y aller, bah, on les voit apparaître. Donc, il y a clairement le leadership. Donc, soit on travaille au niveau du haut management, hein, et donc il y a, pareil, on peut faire des séances qui vont permettre de reconscience, hein, de où est-ce qu'on peut aller, et puis on peut commencer à éventuellement même faire des maquettes, etc. On peut faire des choses qui vont nourrir les angoisses ou les préoccupations des managers, par exemple, du comité de direction. Euh, on peut travailler sur l'expérience client cette fois-ci, et ça peut être un bon axe, puisque c'est quand même le fil d'Ariane principal, hein, dans cette démarche de transformation, puisqu'on est vraiment customer-centrique. Et donc, travailler dans une logique plutôt de connaissance du client, et puis de faire évoluer une offre ou un service avec une petite échelle, hein, dans un domaine bien cerné, mais qui va permettre donc rapidement de développer quelque chose qui va tout de suite soit générer des ventes, soit augmenter la satisfaction du client. Bon, sur l'intelligence collective, c'est toujours intéressant de faire par exemple une journée de découverte autour de certains outils d'intelligence collective, de manière à voir qu'en une journée, ben, on peut commencer à faire des choses intéressantes. Et ça, c'est extrêmement bon pour la suite, parce que ça permet pour chacun de comprendre que le collectif et le collaboratif, bah, c'est juste pas une vision de l'esprit, et que c'est bien quelque chose d'extrêmement concret qui apporte des gains considérables et qui est, à mon avis, un élément essentiel pour pouvoir permettre une transformation efficace. Donc les datas, ça peut être aussi une façon, hein, on peut rentrer, par exemple, je sais pas, dans un CRM, ou rentrer et puis faire une analyse rapide, hein, pour arriver à en sortir un modèle, et puis commencer à peut-être découvrir quelque chose qui va permettre, par exemple, d'avoir un effet de levier sur les ventes. Et ça se fait en quelques semaines, hein, il n'y a pas besoin de passer trop de temps là-dessus. Sur les technos, bon, c'est malheureusement par là en général que les gens y vont, et je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée, puisqu'une fois de plus, la tech est avant tout un moyen et non pas un objectif. Donc on a un risque que les gens s'embarquent dans la technologie sans au bout du compte se poser les vraies questions, qui sont tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein. Et donc, bon, moi je ne le conseillerais pas nécessairement. L'innovation, donc là, c'est quelque chose pareil, hein. On a des méthodes assez efficaces, hein, qui permettent en peu de jours, par exemple, de trouver des nouveaux marchés, hein, d'en explorer. Ce qu'on appelle entre autres, nous on retient la méthode de l'océan bleu, et qui va nous permettre donc de découvrir des marchés qui peuvent être vraiment prometteurs. Hein, je rappelle juste que quand même, pour le principe de l'océan bleu, c'est Seb qui a fait la cocotte minute sans huile, hein, par exemple, qui a été fait sur ce principe-là, ou la console Wii, hein, donc au départ qui était un constructeur de consoles de jeux, au bout du compte a ouvert un nouveau marché qui est le marché des sportifs, en opposition à ceux qui sont au fond de leur canapé à jouer, et des seniors et des femmes qui étaient quelque part indifférentes, hein, à la notion de console de jeu. Et ça a été un succès fou. Donc ça peut être intéressant aussi de montrer que via peu d'énergie ou assez peu d'énergie, on peut ouvrir de nouvelles opportunités. Et donc ça, c'est un appel d'air, et c'est quelque part, c'est satisfaisant. Bon, puis après, le pilotage, ça c'est plus après dans le pilotage global, donc c'est pas vraiment le sujet. Voilà, donc pour convaincre, le conseil, c'est de prendre plutôt un des axes, hein, et puis modestement de le faire avancer. Alors pourquoi modestement? Parce que ça va permettre de le faire rapidement, hein, et puis ça ne va pas impacter non plus l'entreprise. Et puis surtout, la transformation globale, il faut qu'elle démarre, quoi. On ne va pas attendre des mois et des mois pour, pour se lancer dans cette aventure. Donc il faut absolument que l'amorce que l'on va lancer
puisse être sur un espace-temps court. Donc soit on fait appel à de l'extérieur, hein, qui est donc des cabinets comme Digixit qui vont être capables, hein, sur des espaces-temps très courts, d'alimenter sur toutes les expertises et puis permettre des montages qui permettent de faire des choses intéressantes, hein, et d'y aller avec le minimum de risques. Soit on a envie de le faire soi-même et ce qui est tout à fait jouable. Et donc, il faut simplement rentrer dans un des axes, hein, avancer le plus vite possible. Donc là, il faut vraiment avoir quelqu'un qui est leader, qui a envie d'y aller. Et ça, c'est souvent un peu la difficulté, de trouver quelqu'un qui va oser, parce que il y a toujours une inquiétude de dire je suis le seul à partir, dans l'aventure, et puis peut-être que je vais me retrouver tout seul, au milieu du désert, hein. Donc il y a toujours une prise de risque. Donc faut l'aborder positivement. Mais si vous êtes vous, dans un de ces domaines-là et que vous avez envie de faire avancer l'entreprise, essayez de défendre votre dossier et, de faire en sorte que vous puissiez, vous, à votre niveau, à faire une démonstration, des avantages que ça peut apporter. Et puis, quelque part, ça devrait aider, le leadership, hein, à se lancer dans l'aventure. Bon, pas toujours facile de respecter les fameux 15 minutes, d'expression, sur le webinar, donc j'ai un petit peu dépassé mon temps. Donc je vais m'arrêter là. J'espère avoir répondu, en partie à la question qu'on se posait sur, comment, convaincre. Et puis maintenant, vous êtes à vos claviers, pour des raisons juste d'organisation. Les micros ne sont pas opérationnels et je vais, faire en sorte de répondre précisément à l'ensemble de vos questions. C'est à vous. Alors, donc 15 minutes pour parler d'un sujet aussi ambitieux, c'est pas évident. Et donc j'imagine que ça peut, motiver des questions. Alors là, on est un petit peu moins nombreux que d'habitude parce qu'on est en phase de vacances et donc, peut-être qu'on sera un peu moins, sur le chat, hein. Mais alors en fait, juste ce webinaire, au départ, on hésitait à le faire parce qu'on se disait, bon, repartir sur, le démarrage, de ce que c'est que, une transformation, etc. Euh, alors, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les ETI, les PME, ont du mal à démarrer. Ah, donc, il y a le principe de lâcher prise, hein, qui opère, hein, et donc, et malheureusement, ça ne peut se faire que dans un cas de lâcher prise. Donc, il y en a qui démarrent, mais on est, très très loin de la majorité. Et donc, on essaie par tous les moyens, hein, des moyens de webinars, de communication divers et variés, de, de- de- d'aider sur, l'idée. Voilà. Alors, écoutez, il y a une première question qui arrive, hein, donc, je vais en profiter. Alors, la distinction entre une transformation digitale et la blockchain. Alors, la transformation digitale, telle que nous, on l'a. Évidemment, parce que c'est un mot qui est utilisé, énormément, hein, donc, dans plein de cas, beaucoup par les gens de la technologie, hein. Donc, la transformation digitale, pour eux, c'est transformer le papier en digital, c'est la GED, c'est, le fait de digitaliser des process, hein, donc prendre des processus et puis les digitaliser sur des appareils mobiles ou des applications, sur le net, hein. Alors, et je reviendrai sur la blockchain, mais là, en fait, la transformation digitale, c'est avant tout pour une entreprise le fait d'être capable de se transformer en profondeur. Alors, je vais donner un tout petit exemple, même s'il est un petit peu ridicule sur le principe, mais j'aime bien le donner que ça permet de comprendre. Imaginez que vous êtes un fabricant de pantalons verts. Bon. Aujourd'hui, il peut y avoir un événement quelconque, par exemple sur le net, qui va faire qu'une diva de je ne sais quel, un influenceur ou une influenceuse va dire, dans le fond, le pantalon vert, c'est absolument impossible à porter. Voilà. Bon, alors, dans cette information va arriver à une vitesse lumière, sur tous les supports, hein, des éventuels acquéreurs de pantalons verts, hein. Et donc, il va falloir, que l'entreprise ait entendu cette information, qu'elle était capable de la pondérer, c'est-à-dire, dans le fond, est-ce que cette information, elle est sérieuse ou pas, est-ce qu'il va y avoir des conséquences derrière, là, on a un premier sujet, et c'est tout ce qui est le big data. On a ensuite, le fait que l'entreprise
va devoir, de façon extrêmement rapide, de façon très fluide, à tous les niveaux de la fabrication de ce pantalon, passer au pantalon, par exemple, rouge, ou je ne sais pas quoi. J'imagine qu'on ira capter des informations pour voir quelle est la couleur maintenant qui est en vogue. Et le challenge final, hein, c'est clairement d'être capable de faire ça en 24 ou 48 heures, parce que si vous vous mettez à continuer à déverser des pantalons rouges sur le marché alors que plus personne n'en veut, ben vous vous retrouvez dans une situation dramatique. Voilà, donc c'est typique Alors la blockchain là-dessus, bah pour moi c'est une technologie. Hein, donc c'est donc c'est un moyen. On peut imaginer qu'on va innover sur la blockchain, entre autres, en passant par. Pour moi, la blockchain, c'est la sécurisation, hein, des transactions transactionnelles. Donc ça va être un moyen utilisé pour, dans les services que je vais proposer, de permettre ce type de prestation. Voilà. Mais c'est pas une transformation. La blockchain est un moyen, c'est une technologie. Alors, Asia me dit comment provoquer la transformation culturelle en parallèle de la transformation digitale au sein d'une entreprise. Alors ça, c'est fondamental. Hein. La transformation digitale de l'entreprise ne fonctionnera pas s'il n'y a pas d'accompagnement culturel. C'est pour ça que nous, on travaille très clairement. On est très axé sur l'humain et on s'intéresse beaucoup à tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir faire intégrer l'humain dedans. Donc, si je prends un exemple, d'ailleurs, tout à l'heure, j'évoquais dans la recherche d'innovation et de nouveaux marchés, on a retenu une méthode, il y en a quelques-unes, qui est le soin en bleu, parce que c'est la seule qui, dès le départ, implique les collaborateurs et donc va faire en sorte que l'entreprise va se l'approprier. Donc ce sont eux qui participent dès le début et qui vont participer à la mise en œuvre. Voilà, donc c'est fondamental, la transformation culturelle. Donc on a différents moyens. Les énoncer comme ça, c'est un peu compliqué, mais on peut toujours se passer un coup de fil et puis voir en fonction des perçus de comment on peut aborder. Mais on a une dizaine d'outils, hein, qui sont collaboratifs. Ça passe par du design thinking. C'est pas nécessairement tout dépend une fois plus l'objectif. Hein. C'est la transformation culturelle, elle est fondamentale. Elle est de toute façon, on dit toujours, hein, on a une phrase qui dit la transformation digitale, quelque part, elle est aboutie à partir du moment où on n'en parle plus. Hein, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est tellement naturel qu'on se pose plus de questions. Alors, quels sont les points d'entrée identifiés spontanément par les entreprises? Alors ça, au bout du compte, c'est très différent en fonction de la culture d'entreprise. On se retrouve clairement, une fois de plus, hein, en général, pour peu que ça soit pas le leadership qui tire vers le haut la démarche, hein, ça va être quelqu'un dans l'entreprise qui est convaincu de la finalité de la démarche. Hein. Il voit une belle opportunité aussi pour sa carrière, hein, et donc va quelque part, souvent courageusement, il faut le dire, va se lancer dans l'affaire. Donc les points d'entrée naturels, ils sont souvent tirés par un service, par exemple. Hein, donc on va sur ce qu'on a beaucoup vu, mais on va en connaître les limites. D'ailleurs, je vais vous les exprimer. Donc en fait, les banques ont commencé, donc ils sont aujourd'hui quelque part dans une phase intermédiaire un peu étrange. Mais les banques ont commencé en 2000, on va dire 2012-2013, hein, parce qu'ils en avaient les moyens, parce que se sont lancés donc du part dans des labs. Donc c'était les labs d'innovation, c'était quelque part une façon d'aller vers la transformation digitale. Et sont allés vers l'intégration ou la participation de startups sur des MVP, donc des minimum value product, hein, ou des POC, hein, des proof of concept, hein, pour essayer d'aller vite en disant il faut qu'on arrive à délivrer rapidement. Et si on délivre rapidement, on va pouvoir. Bon. Alors la difficulté qu'ils ont rencontrée, c'est qu'au bout du compte, soit ils avaient une idée géniale, mais quelque part l'idée géniale, elle demande véritablement à être mise en œuvre à très court terme, parce qu'au bout du compte, la concurrence autrement la récupère. Et dès qu'on se retrouvait à intégrer dans la banque, au niveau des points de sécurité, au niveau de toute l'informatique, hein, et de ses contraintes, il s'avère qu'il fallait 18 mois pour arriver à récupérer quelque chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quand on se retrouve avec quelque chose, on ne sait pas trop, et ça reste à l'étagère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de décision, et au bout du compte, machin. Donc, quelques années des précurseurs, hein, des early adopteurs de la transformation digitale, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas fait de lâcher prise, hein, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ils ont juste utilisé l'alibi du lab ou l'alibi de
des startups pour dire, OK, on fait de la transformation digitale, mais il n'y a pas de transformation en profondeur. Et là, je reviens d'ailleurs sur la remarque d'Asia, qui effectivement, il n'y a surtout pas eu de transformation culturelle, hein. Et puis, et donc, il y a aujourd'hui, sans les désigner, mais il y a aussi des grands, dans l'industrie, des gens qui s'étaient mis, par exemple, à former l'ensemble des managers à, au digital, avec un cursus de formation absolument incroyable, des centaines d'heures, etc. Et aujourd'hui, bah, ça marche pas trop parce que, une fois de plus, il y a pas d'objectif. C'est-à-dire qu'ok, je sais faire du vélo, mais pour aller où, quoi. Donc ils ont appris à faire du vélo, ils en font très bien, j'espère. Mais par contre, bah, quelque part, c'est pas pour autant qu'ils sont avancés. Donc toute la vraie question, c'est, pour moi, après, c'est vraiment ce qu'on rencontre, c'est des entreprises qui se retrouvent, dans le fond, à oublier. Il y a deux sujets. C'est un, la finalité. C'est pourquoi, dans le fond, qu'est-ce que je vais prendre comme axe et que ça va être quoi ma stratégie. Et il faut une stratégie malgré tout avant d'aller vers la transformation digitale. C'est pas quelque chose qui vient comme ça naturellement. Et puis après, il y a vraiment la notion du lâcher prise, hein, qui est difficile à accepter. Et malheureusement, en général, bah, c'est quand ça commence à chauffer. C'est-à-dire que c'est, bah, tout d'un coup, il y a des gens qui viennent nous voir en disant, bah là, on a tel concurrent qui vient de nous tomber dessus. Nous, on n'est pas du tout adapté, on ne sait pas du tout quoi faire. Et on s'en sort pas. Voilà, donc, et ils sont contents parce que par contre, ils ont une magnifique application mobile. Et bon. Donc, donc je pense que en fait, il faut soit prendre par un phénomène de capillarité, hein, donc prendre l'endroit où vous vous trouvez, essayer d'innover. Faut être modeste, hein. Moi, je pense que on peut faire des choses en quelques jours sans que ça coûte cher et on peut vraiment épater, quoi. Donc nous, on a toute une panoplie de trucs sympas et on en est assez fiers, hein. Et puis c'est en plus un peu ludique, ça donne du résultat, donc c'est très, ça donne envie, quoi. Ou autrement, bah, carrément, et ça, c'est plutôt notre travail, hein. Donc c'est plutôt de nous faire rencontrer des gens du CODIR, hein. Et là, nous, on est prêts à intervenir, même gratuitement, hein, s'il le faut, il n'y a pas de problème là-dessus. Une demi-journée, par exemple, en allant, en organisant une demi-journée d'animation collaborative, hein, pour essayer de faire avancer le schmilblick et de retrouver une synchronisation et un partage entre les gens du leadership. Voilà. Et ça marche plutôt pas mal, hein. Donc, on a deux méthodes. On a une qui est la demi-journée. Et là, s'il n'y a qu'un cabinet extérieur qui peut le faire, parce que vous ne pourrez pas en interne arriver, et pourtant c'est un peu injuste, hein, parce que vous en savez probablement plus que nous, mais le phénomène psychologique d'une intervention externe est évidente. Et puis, on a mis ce qu'on appelle le sprint 360, hein, qui est un... Alors là, c'est autre chose. C'est vraiment une entreprise qui veut y aller, hein, qui est prêt... et qui maintenant, entre autres, souvent, hein, par des signes extérieurs de danger. Et en l'espace d'une semaine, on vient avec 5 experts, donc big data, communication, excellence opérationnelle, gestion de la relation client, etc. Et on va être capable de sortir. Alors c'est très fatigant, hein, on sort la chemise mouillée, mais on va être capable de sortir en fait une roadmap, hein, donc un plan d'action qui va démarrer dès le lundi d'après. Et donc, avec priorisation, etc. Donc ça, c'est une autre façon de... Nous, évidemment, on l'a promu, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine attente, hein, de la part des leaders pour qu'on puisse y aller comme ça. Est-ce que ça répond, Ophélie, à la question? Alors, d'autres questions? Mais c'est les bonnes, les questions que vous posez, c'est les bonnes, hein. La transformation culturelle, c'est très important. Les points d'entrée, c'est important aussi. Peut-être ce que je pourrais rajouter d'ailleurs sur la transformation culturelle, hein, c'est c'est le fait que je considère que c'est quelque chose qui doit être tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place, hein, des mécaniques qui sont récurrentes, hein, et qui vont. Alors il y a plein de façons de le faire, qui est déjà à travers des outils, à travers un coaching, mais assez fin, quoi. Je veux dire quelque chose de, on se retrouve juste
une fois par semaine pendant 2 heures pour juste un point de reprise, pour débriefer, puis relancer, quoi. C'est juste, c'est quelque chose de, faut surtout pas que ça soit lourd, quoi. Faut que ça rentre tout doucement dans les gènes. Alors là, je vois qu'Ophélie essaie de jamais très simple, le chat, on est toujours un peu frustrant, mais on a fait une fois, on a autorisé les micros de tout le monde et ça a été assez compliqué. Donc, on a décidé de. Ah, alors le sujet de la RH, hein. Bon. Alors, c'est pas simple pour les RH parce que, bon, ils sont. En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet de là où ils aimeraient être, hein, et le sujet de là où on les met. Quand même, de manière générale, la RH, c'est quoi? C'est une fonction support, hein, qui est à disposition de l'entreprise pour des raisons sociales, légales, etc. Euh, et donc voilà. Bon, donc c'est vrai qu'en général, par exemple, ils n'ont pas toujours un budget très important, hein, donc sur de l'exécution, et donc c'est pas nécessairement, ils n'ont pas les leviers pour pouvoir interagir. Puis on a tendance tout de suite à les remettre dans leur fonction initiale. Alors quand on est dans une phase de transformation, avant même que si ça a démarré, il y a une fonction du RH qui est pas anodine, hein, puisqu'au bout du compte, là, il y a quand même une transformation juridique, hein, souvent. Hein, donc, si je prends un exemple, si jamais on s'intéresse à des modèles d'organisation, parce que dès qu'on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va s'apercevoir que les modèles existants, même si on les tord dans tous les sens, hein, bah, quelque part, on peut pas y arriver, quoi. Donc nous, par exemple, on s'intéresse à des modèles comme l'holacratie, hein, on a fait un webinaire là, il y a 15 jours là-dessus, qui sont des modèles donc d'entreprises libérées. Et l'avantage qui ont été mis en œuvre, par exemple chez Engie, sur des départements de 400 personnes, hein, et qui, donc c'est des méthodes qui existent depuis 15 ans, on en connaît les résultats, on sait que ça marche, hein, les gains sont mesurés et c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des gains en termes de qualitatif, des gains, donc il y a vraiment un résultat tangible derrière, et puis il y a une façon de vivre totalement différente pour les gens. Et là, c'est un vrai accompagnement, parce que là, au bout du compte, grosso modo, l'holacratie, c'est on abandonne quasiment la notion de management, hein, et donc on est plutôt à atomiser l'ensemble de micro-tâches, hein, qui peuvent exister sur une activité donnée, et puis la répartir à travers ce qu'on appelle des cercles, etc. Quoi. Bon, c'est une méthode particulière, mais derrière, hein, il y a une vraie évolution par rapport à ça. Donc là, le RH, quelque part, il est dans une position un peu compliquée, parce qu'il est entre le marteau et l'enclume. Il est d'un côté pas tellement vu comme celui qui pourrait participer à cette affaire. Donc on dit c'est plutôt une affaire de leader, de manager, etc. Et d'ailleurs c'est une question que je me posais hier. J'ai interrogé d'ailleurs une RH là-dessus, en disant mais dans le fond c'est quand même rigolo que ça soit systématiquement vu comme une notion de management, alors qu'il y a quelque part quelque chose d'assez belle, une belle carte à jouer du côté ressources humaines. Mais bon. Donc nos interlocuteurs quand même, hein, pour truc, en tout cas peuvent au moins, les RH sont des gens qui vont nous aider, hein, qui vont influencer l'entreprise pour aller dans un sens ou dans un autre, puisqu'elle va être capable quand même de dire voilà, si vous y allez, voilà les conséquences d'un point de vue juridique, voilà les conséquences d'un point. Donc quelque part, elle peut sécuriser la démarche, hein, et faire en sorte que bon, mais et l'intelligence co, elle est fondamentale. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à grosso modo, moi je considère que l'expérience qu'on a là-dessus, mais c'est pas nouveau, hein, parce que c'est quelque chose que je mettais en place déjà il y a longtemps. Mais de manière générale, on a vraiment 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une énergie extraordinaire de la part des collaborateurs, parce qu'au bout du compte, ils vont se retrouver dans un engagement, dans une réalité d'engagement au sens vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir mettre en œuvre des choses intéressantes. Et donc ça crée, ça réduit totalement les freins. On se déplace dans un espace hyper transparent avec une éthique, etc. Et c'est vraiment étonnant. Hein. Le dernier exemple qu'on m'a donné, je crois que c'est Deezer, le fournisseur de musique. Hein. Je donne toujours cet exemple parce que je le trouve pas mal. Qui lui a trouvé un modèle, alors voilà typiquement un modèle qui ressemble à la vraie transformation digitale. Hein. C'est le fait qu'ils voulaient pouvoir produire rapidement, chaque mois, des nouvelles fonctionnalités sur leur application Deezer.
Et la réflexion du dirigeant, c'est de dire, bah, dans le fond, c'est parce qu'il y a des validations. Il y a beaucoup trop de validations, et avant que quelque chose se retrouve en ligne, eh ben, on a trop de validations. Et donc, il a décidé d'éliminer toute validation. Et donc, toute personne de l'entreprise, alors je sais pas où ils en sont aujourd'hui, hein, je vous donne ça, ça date d'il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, mais toute personne de l'entreprise, en tout cas à l'époque, était autorisée à démarrer ce qu'elle voulait, à condition de trouver 2 référents métiers, c'est-à-dire qui connaissaient le sujet que vous allez aborder et mettre en œuvre, de manière à ce qu'il n'y ait pas opposition de ces 2 personnes. Et s'il n'y avait pas opposition, j'ai la possibilité de créer ma propre équipe avec des informaticiens, avec des marketeurs, avec tout ce qu'on veut, de le tester et de le mettre en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de contrôle extérieur pour le mettre en ligne. Voilà. Bon, bah ça, c'est un modèle, par exemple, qui est très dans l'esprit de la transformation digitale, puisque du compte, ça apporte une grande fluidité. Il y a une véritable motivation de la part des gens parce que c'est quand même, ça doit être extraordinaire en termes d'expérience professionnelle que de pouvoir dire, allez, j'ai une idée et quelque part c'était pas si idiot et je peux le faire de bout en bout. Bah, c'est sûr que ça, je pense que les gens ils doivent être extrêmement motivés chez Deezer, quoi. Je sais pas où ils en sont, mais en tout cas à l'époque, ça devait être quand même quelque chose. Puis ça tourne autour de la notion d'autonomie, puisque là, on parle beaucoup de collaboratif, hein, l'intelligence co, mais pour moi, il y a l'intelligence co, et au sein de l'intelligence co, il y a le développement d'autonomie, qui est un élément qui est quand même fondamental. Mais je suis d'accord, de toute façon, la fonction RH, elle est en train d'être bouleversée, quoi. Mais comme d'autres fonctions, hein, comme le marketing, qui était quand même tourné vers la construction d'une offre et un packaging pour aller séduire l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Et le client est roi, totalement roi, quoi. Je crois que je dis qu'il est roi, il est omnipotent. Et je dois juste l'écouter suffisamment bien pour être capable de faire très exactement ce qu'il veut. Et j'ai des chances de pouvoir avancer. C'est un autre endroit où la transformation digitale est très importante. Alors officiellement, il nous reste 2 minutes. C'est toujours de faire attention au timing parce qu'après les gens, on est tous pris par nos agendas et c'est souvent plus efficace d'essayer de rester dans le cadre. Alors moi, j'ai triché un petit peu, je crois que j'avais 5 minutes de retard. Euh, Est-ce qu'il resterait une dernière question? Bon, de toute façon, une fois de plus, moi je le dis très simplement, hein, c'est très facile de boire un café ensemble, de se téléphoner, quand vous avez tous les moyens sur LinkedIn, mes coordonnées sont un peu partout sur le site, pour rencontrer soit moi ou l'un de mes experts si c'est une discipline particulière qui vous intéresse. Bon, en l'occurrence, je suis le dirigeant du cabinet, donc c'est plus facile d'orienter vers quelqu'un, mais il faut être très simple, hein. C'est des sujets qu'il faut digérer tranquillement, quoi. Je veux dire, donc il faut en parler, il faut d'où ces fameux webinaires, hein, c'est vraiment l'objectif, hein. Et en parler. Ensuite, il faut rentrer dans la spécificité de l'entreprise parce que malgré tout, bon, qu'on le veuille ou non, les les freins peuvent être extrêmement différents en fonction des individus, tout simplement, quoi. Genre, on n'est pas tous fait de la même manière et on peut avoir des freins quelque part. Et le rôle de gens comme nous, Digixit, c'est quand même d'arriver à écouter suffisamment la personne et puis ensuite, à partir du moment où on a bien compris ça, son frein, d'essayer de l'aider à passer l'obstacle, hein, quoi. Je veux dire, c'est quand même l'éternel sujet. C'est quand on arrive à faire décider une entreprise d'y aller, il y a toujours une frustration de la part des collaborateurs qui sont de dire, ah bah, ça fait 18 mois que j'en parle, j'ai dit exactement ce que vous avez dit, puis vous, avec les mêmes mots, au bout du compte, ça a démarré. Bon, c'est clair, ça c'est toujours le sujet des gens extérieurs. Mais en tout cas, c'est très facile d'en parler, on peut se rencontrer en toute simplicité. Bon, nous, on est vraiment positionné en plus sur des actions très courtes, et puis toujours tourner vers l'intelligence co et l'humain, quoi. Ça, c'est clair que on a l'expertise ailleurs, mais notre focale principale, c'est l'humain. Voilà. Et ben écoutez, je vous propose qu'on arrête là.
Il est exactement 45 minutes à la fin de ce. Je suis à votre disposition, donc quand vous le souhaitez, surtout n'hésitez pas par mail, par tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, même par mail, hein, vous me les posez. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.